je vais essayer, en fait, d'abord parce que c'est mon métier, parce que je suis chercheur, donc ça vous allez peut-être trouver un peu fastidieux, mais de présenter comment l'ensemble de la recherche, parce qu'il y a un assez grand consensus, essaie de défendre la place du bien-être animal dans les politiques agricoles, et en particulier dans la PAC, avec tous les écueils que cela a, parce que le message principal, je vais vous le dire franchement, c'est que s'il n'y a pas quelque chose au niveau européen, il n'y aura pas. Et les tendances qu'on a vues sur la baisse de du taux d'auto-approvisionnement, etc., je ne vois pas par quel miracle ça s'inverserait. Et donc, ce qu'on essaie de dire, quand on parle à la Commission, au Parlement, au Conseil des ministres européens, au Conseil des chefs d'État, c'est essayer de défendre une certaine logique, en fait, d'intervention sur le marché, ce qui suppose beaucoup de changements, et je vais essayer un peu de vous présenter ça. Alors, j'ai beaucoup de textes, donc il faut, si vous pouvez lire que le bleu, voilà, et vous laissez tomber le vert, voilà. Et donc, je vais essayer de vous donner un peu le raisonnement qu'on tient et qu'on essaie de défendre avec beaucoup de difficultés, je le dis franchement. Alors, comme vous le savez tous, c'est ce qu'on a vu depuis aujourd'hui, mais vous le savez tous dans vos activités respectives, l'amélioration du bien-être animal est une demande sociétale très forte dans les pays développés. Donc en Union, en France, aux États-Unis. Il y a plein de sondages qui le montrent, et alors j'ai fait de la publicité pour nous, y compris les enquêtes qu'on a menées au sein du LIT Westerel. Il y a une forte demande sociétale, même en période d'inflation alimentaire. Le problème, c'est que quand que le consommateur achète, là, il ne fait pas tout à fait la même chose que ce qu'il voudrait, enfin, que ce qu'il déclare. Et donc, il y a, en fait, ce qu'on appelle une dissonance cognitive entre son intention, ce qu'il veut, et ce qu'il fait réellement, parce qu'il a une contrainte budgétaire. Et du coup, la conclusion qu'on en retire, c'est qu'au-delà des aspects de la conjoncture, qui sont très très importants, il ne faut pas perdre le cap, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire la vision de long terme. Et du coup, c'est ce point-là que l'on défend, sachant que comme il y a une forte demande de bien-être, enfin pour plus de bien-être animal dans les pays développés, vous n'avez pas la même chose dans les pays en développement et dans beaucoup de pays émergents, en tout cas dans les classes pauvres et médianes des pays émergents, où va en fait se faire l'augmentation de la demande de produits agricoles et surtout de produits animaux au niveau mondial. Donc si vous avez une différence entre ce que vous demandez à l'intérieur de l'UE et ce que vous avez sur les marchés tiers, vous avez le problème des exportations qu'une manière ou d'une autre, il faut résoudre. Le deuxième point, et c'est la difficulté, c'est que personne n'est d'accord sur ce qu'il veut à long terme. Et l'essentiel du fait qu'il n'y a pas de vision commune, c'est que vous avez des incompatibilités entre plusieurs objectifs. Alors j'en ai mis. Alors souveraineté alimentaire, pour prendre cet exemple-là, selon les personnes avec lesquelles vous discutez, dans les colloques, dans les présentations, etc., il y a une vision qui est augmenter la production, maintenir la capacité de production, et l'autre, c'est une vision autonomie, c'est-à-dire réduire la dépendance au gaz, aux énergies fossiles, sous forme directe ou sous forme indirecte via les engrais. Il y a, à court terme, une opposition entre la production, enfin augmenter la production, maintenir la production, et protéger l'environnement. Si vous extensifiez, vous avez moins de rendement, moins de productivité par animal, donc vous avez moins de production. Ça ne sert à rien de faire semblant que les deux sont compatibles à 100%. À un moment, il faut faire des choix, au moins à court terme. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez sur le long terme et comment vous essayez d'échapper à votre trade-off. Il y a l'économie et l'environnement, voilà. Alors j'en ai mis, et après il y en a plein en fait. Il y a les émissions de gaz à effet de serre. Vous cherchez à réduire les émissions de gaz et le plus efficace, c'est de les réduire par kilo de produit. Donc vous intensifiez en fait. Le problème, c'est que ça, c'est très mauvais pour la biodiversité. Bon, à un moment donné, il va falloir équilibrer. Et puis, il y en a plein avec le bien-être animal. Il y a la production et le bien-être animal. Si vous réduisez la densité, vous produisez moins. Il y a l'économie et le bien-être animal. En général, le bien-être animal, c'est coûteux au moins au stade de l'éleveur et au moins à court terme. Il y a la protection de l'environnement et le bien-être animal. Si vous avez de la paille, vous avez des soucis, y compris en termes d'émissions de particules, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait aussi les analyses multicritères dans le LIT. Du coup, le problème, c'est comment vous allez raisonner les priorités dans le cadre de ces trade-offs, sachant que certains peuvent être résolus par des ressources budgétaires. L'économie et la protection de l'environnement, c'est possible, mais la production et l'environnement, c'est très difficile parce que ça ne suffit pas, en fait, d'apporter des ressources budgétaires. Le troisième point, on pourrait dire « je fais rien, je ne bouge pas, je reste comme je suis ». Le problème, c'est que le coût de l'inaction, il est beaucoup plus élevé, et il va entraîner des dépenses demain qui sont
beaucoup, beaucoup plus forte. Alors j'en ai mis un peu, quelques exemples. Alors j'ai débordé du bien-être. Hein. Il y a le changement climatique et nul ne peut... Enfin, il est vraiment très difficile. Ou alors il faut vraiment, faut vraiment en vouloir, quoi. Dire qu'il n'y a pas d'effet du changement climatique, hein, regardez tout ce qui se passe dans tous les pays européens, dans tous les pays du monde, et c'est surtout le problème, non pas de l'effet moyen, mais des événements extrêmes. Le problème de la dégradation de la biodiversité, qui a des effets sur la productivité de la Terre à long terme, que si on ne corrige pas, on est toujours obligé de compenser par plus de chimie. Et puis, pour, en fait, le bien-être animal, si vous ne répondez pas à la demande qui se confirme, même en période d'inflation, comme j'ai dit, pour le bien-être animal de la part des citoyens et de la société européenne, c'est un des facteurs qui concourent à la stagnation, voire à la baisse de la consommation de produits animaux dans l'Union européenne et produits carnés. Alors, dans un contexte que vous savez, de critiques croissantes à l'égard de l'élevage, qui oublie les effets positifs, en particulier des élevages de ruminants, et les effets positifs sont d'autant plus grands que vous allez vous engager dans la transition. Donc, ce qu'on défend, c'est l'engagement dans la transition pour reconnaître aussi ces effets positifs. Alors ça, c'est un article qu'on a produit, il y avait Jean-Louis dans les auteurs pour expliquer un peu comment on fait ça. Je pense que c'est totalement lisible, j'arrive même pas moi à lire. Voilà. Et du coup, la question qu'on pose, c'est pourquoi il faut un soutien public à ça? Et ce qu'on essaie de défendre auprès des décideurs politiques, c'est qu'il y a une légitimité théorique et politique et d'économie publique à intervenir. Et ici, je vais essayer de vous montrer, en fait, à l'application au bien-être animal. Donc, on pourrait se dire, je vais laisser faire les marchés. Bon. OK. Mais en fait, pour le bien-être animal, comme pour plein de choses, mais ici, c'est le bien-être animal, c'est totalement sous-optimal. Parce que d'une part, vous ne tenez pas compte des gens, mettons, qui ne consomment pas du tout de viande, mais se préoccupent du bien-être animal. Donc, du coup, le marché ne va pas prendre en compte cette catégorie d'acteurs. Et d'autre part, le problème du bien-être animal, c'est qu'en général, il est très difficile de faire un lien entre l'augmentation des conditions d'élevage et de bien-être animal et la qualité que cherche le consommateur sur le produit final. Donc ça, c'est une particularité qui fait que vous ne savez pas. Voilà. Et c'est peut-être en goûtant que vous allez avoir une expérience, mais même pas, en fait. Donc, du coup, il faut une intervention, et il y a une légitimité à une intervention des pouvoirs publics. Alors, juste après dire ça, quand on présente ça à la Commission, au Parlement européen, jusqu'à là, c'est bon. C'est-à-dire, ils acceptent. Ils reconnaissent, alors il y a plein de prix Nobel qui disent ça beaucoup mieux que moi, hein, voilà. Bon, mais c'est très important qu'il y ait ce cadre théorique pour appuyer, en fait, leur réflexion. Et en plus, le bien public, c'est un bien public global. Alors, c'est un bien public global, c'est-à-dire que je me préoccupe, par exemple, du bien-être animal de, je sais pas moi, au Japon, si vous voulez, quoi, voilà. Ou le Japonais se préoccupe de ce qui se passe à Perros-Guirec, quoi, chez moi. Bon, bref. Et du coup, normalement, il faudrait agir à l'échelle internationale. En fait, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de cadre pour le faire. Et donc, à défaut, la défense, c'est de le faire au niveau de l'Union européenne. Alors, pour deux raisons. D'une part, pour éviter les distorsions, ce dont on a parlé tout à l'heure avec l'Ukraine, et d'autre part, pour éviter ce qu'on appelle les fuites de bien-être vers l'étranger. C'est-à-dire que vous allez importer des productions, mettons de volailles, moins disantes sur le terme de bien-être animal de pays étrangers, parce qu'ils ont moins de normes que vous, et au total, vous allez avoir des normes plus fortes chez vous, mais des importations qui augmentent, et au total, le bien-être global peut se dégrader. Ça dépend des situations. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut éviter, en fait, cette fuite de pollution. Et la première chose que l'on est en légitimité de réclamer, c'est d'avoir, en fait, des mécanismes d'ajustement aux frontières, intra comme inter-Union européenne. Intra, c'est pour éviter les distorsions entre États membres, et inter, c'est pour éviter les importations de pays tiers européens. À condition que le bien-être que vous faites chez vous soit un coût et ne soit pas subventionné au-delà des surcoûts que vous engendrez. Sinon, vous n'avez pas le droit de mettre en plus des mesures aux frontières. Et donc, c'est un peu ce qu'il faudrait défendre dans le cadre des accords multilatéraux et des accords bilatéraux. Alors, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle les accords bilatéraux de troisième génération. C'est un tout petit peu ce qu'il y a dans l'accord Mercosur, qui est en cours de, je ne sais pas quoi, de rediscussion, je ne sais pas. Enfin, bon, bref. Il ne va pas être validé, là, vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas ou inquiétez-vous, ça dépend de qui vous êtes. Voilà. Mais n'empêche que c'est un peu ce que essaie de faire l'Union. Le problème,
Alors, je vais dire ça comme ça parce qu'elle est toujours très critiquée. Vous savez que la politique commerciale est une prérogative de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas la France qui négocie les accords commerciaux, ce n'est pas l'Allemagne, c'est l'Union au nom de tous les États membres. Ce qui fait râler un peu les parlements, mais bon, passons. C'est quand même la seule zone au monde qui essaie de mettre ça en avant par rapport aux autres pays. Voilà. Si vous parlez à des Australiens, ils ne veulent pas en entendre parler. Et donc l'Union européenne est quand même assez forte pour le faire et pour essayer d'imposer des choses. Elle a beaucoup de mal, hein, voilà. Et du coup, le grand malheur, c'est qu'il n'y a plus d'enceinte internationale pour régler, y compris les problèmes de bien-être à l'Organisation mondiale du commerce. Enfin, ça existe toujours, mais il ne se passe plus rien, en gros, surtout depuis l'administration américaine. Donc une fois qu'on a décidé qu'il était légitime d'intervenir, que l'échelle, c'est normalement l'international, mais en fait l'Union, puisqu'on ne peut pas faire à l'échelle internationale, que puisque c'est l'Union, il faut se protéger vis-à-vis du reste du monde, et il y a une légitimité à l'intervention publique, ça pose la question de la cohérence de ce qu'on fait en termes de politique agricole et de politique commerciale. Et en fait, il faut faire en même temps, il ne faut pas dire « je vais faire demain », quoi. Il faut faire en même temps. Et là, il y a une légitimité à faire ça, et c'est difficile de défendre que vous fassiez l'un puis l'autre. Voilà. Et donc après, du coup, comment intervenir? Alors, dans l'Union aujourd'hui, sur le bien-être animal, on intervient essentiellement via des normes, c'est-à-dire qu'on fixe des normes. Alors, vous savez que l'Union peut intervenir soit via des règlements. Un règlement, ça s'impose à tout État membre, et une directive, on fixe le cadre, et chaque pays doit l'appliquer. Comme j'ai dit tout à l'heure que c'était un bien public global, il faudrait intervenir par des règlements et pas par des directives. De telle façon que ça s'impose à tous les États, les Polonais, etc. Et en passant, c'est pas très dur d'imposer aux Ukrainiens dans les accords de... Alors, c'est pas les accords de libre-échange qu'on a conclus avec eux, c'est des accords spécifiques de transition, mais c'est pas très dur de leur imposer les conditions. Hein. Voilà. Bon, après, il y a des considérations diverses et variées qui interviennent. Mais voilà, la difficulté que l'on a pour appliquer des choses équivalentes aux importations, c'est que dans le cadre international, on sait faire les règles sur les produits, on a beaucoup plus de mal de définir des règles sur les conditions et les pratiques de production, mais aussi ça progresse, mais c'est ça qu'il faut essayer de développer. Alors, et en fait, la norme peut être vue comme un principe, alors ce qu'on appelle en économie le principe pollueur-payeur. En gros, là, ça reviendrait au principe « je fais pas bien, donc je paye ». Je, c'est éleveur, là, hein, voilà. Ou les filières derrière, quoi, voilà. Et le consensus de tous les travaux de simulation, c'est qu'on n'atteindra pas des niveaux de bien-être élevés en appliquant simplement la norme, parce qu'il y a des coûts élevés à augmenter le bien-être, des coûts fixes et des coûts variables, comme ça a été vu. Voilà. Qu'il y aura de toute façon des fuites de pollution et des distorsions de concurrence parce qu'on n'arrive pas à appliquer les politiques commerciales. Et donc la question qu'on se pose aujourd'hui, qu'est-ce que je fais en plus pour améliorer le bien-être animal? La première chose qu'on oublie toujours, je vais aller vite, c'est éduquer. Donc il faut éduquer le citoyen, et en fait c'est les petits-enfants, quand je dis ça. Voilà. Bon. Alors ça a un impact à long terme, mais c'est quand même ça qu'il faut faire, y compris pour qu'ils perçoivent qu'à l'étranger, ça peut moins bien se passer. Bon, il y a du boulot, mais après tout, c'est ça qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est informer le consommateur des efforts des éleveurs et des filières animales en matière de bien-être animal. Alors, je vais juste un peu dévier là pour parler, entre guillemets, à la place de Louis, mais je ne me permets pas, je vais parler du sujet un peu qu'il devait aborder. Voilà. La question, c'est qu'aujourd'hui, il faut informer le consommateur. Le problème, et Bertrand de Système U, qui travaille vraiment sur cette question-là et qui va intervenir tout à l'heure, le sait beaucoup mieux que moi. Le problème, en fait, c'est comment faire en sorte que l'information, ici sur le bien-être animal, soit vue et soit comprise. Alors, dans le cadre au niveau européen, où vous avez des signes de qualité privés et publics, je vais dire ça partout, partout, partout. Ce qui fait qu'en fait, le consommateur européen, moi je travaille au niveau européen, pas au niveau français, il n'y comprend plus rien, il n'y voit plus rien, et il associe en fait à des labels privés et publics des caractéristiques sur le bien-être. Une fois c'est bon, une fois c'est pas bon, voilà. Mais c'est pas son problème. De toute façon, il a identifié quelque chose et il retient ça. Donc ça veut dire que l'information qu'on lui donne, il y a une partie qui en capte, une grande partie qui n'en capte pas, mais une partie qui capte, c'est pas la bonne en fait. Mais il croit quelque chose. Après tout, il fait ce qu'il veut. Voilà.
Et du coup, la question qu'on pose, c'est comment vous faites en sorte que cette information soit vue, comprise et adoptée et guide en fait vos conditions d'achat. Alors évidemment, la solution que l'on a, c'est de dire je vais construire une information spécifique sur le bien-être animal. Donc ça, c'est ce qui est fait dans le cadre de plusieurs étiquettes, dont l'étiquette AEB en France, mais aussi dans plusieurs choses au niveau européen. Alors pour ceux qui ne savent pas, très rapidement, on a construit un référentiel sur le poulet de chair et sur le porc, un référentiel commun entre le LIT et l'AEBA, qui est l'Association pour l'étiquette du bien-être animal, qui se présente, moi je présente toujours comme ça, sous la forme d'un escalier à 5 marches. Plus vous montez dans l'escalier, plus les exigences sont fortes. Si je prends l'exemple du poulet de chair, le milieu, donc la marche médiane ou moyenne, je ne sais pas, c'est l'European Chicken Common qui était à peu près là. Et au-dessus, vous permettez à vos volailles d'aller dehors. Et en dessous, c'est moins bien que l'European Chicken Common. Après, il y a une étiquette qui est apposée sur les cuisses de poulet, ou sur l'aile de poulet, ou sur le poulet entier, comme vous voulez, quoi. Donc, qui va de E, qui est la note la plus basse, à A, qui est la note la plus élevée. Il y a un petit pictogramme, voilà. J'ai pas de diapo parce que je pensais pas dire ça, mais bon. Et après, il y a un peu comme sur les étiquettes d'énergie que vous avez sur votre frigo, il y a les lettres A, B, C, D, E qui sont décrites avec des barres et des affichages maintenant. Il y a des noms, je ne sais même plus. Il y a marqué très bien, bien, je ne sais plus. Voilà, bon, bref. Alors, donc ça, c'est opérationnel sur le poulet. Carrefour, qui est ici, pourrait dire mieux que moi parce qu'ils étiquettent, ou Système U aussi pourrait le dire, ou Coopérative U, puisqu'on dit comme ça maintenant. Voilà. La difficulté de cette étiquette-là, c'est en gros, elle est transparente, puisqu'en plus, derrière, il y a tout sur le site internet de l'AEBA, il y a le référentiel, l'information donc correspondant. La question, c'est est-ce que le consommateur la voit? Est-ce que le consommateur a le temps de la comprendre? Et est-ce que ça guide vraiment ses achats? Donc Bertrand, quand il interviendra tout à l'heure, il est arrivé maintenant, donc je peux dire ça, je l'ai vu. Voilà. Donc il expliquera un peu comment il voit ça de la part de U, et peut-être que Christophe parlera aussi un peu de ça, du point de vue de Terena. Alors, après, la question qui se pose après au niveau européen, c'est que comme j'ai défendu l'idée que c'était un bien public global, la question c'est pourquoi il y a une initiative en France, des initiatives aux Pays-Bas. Alors Christine connaît beaucoup mieux que moi toutes les différentes initiatives, mais en Allemagne, même si en Allemagne il y a maintenant une initiative fédérale, voilà, mais dans d'autres pays, alors que ça devrait être européen. Et la deuxième question qui renvoie un peu à une question d'Agathe, que posent en fait les économistes quand on parle avec la Commission, c'est qu'en fait, l'étiquette, elle est utilisée comme un vecteur de signalisation, mais aussi de différenciation, alors que comme on s'adresse à un bien public, ça ne devrait être que d'information auprès du consommateur et non pas de segmentation du marché. Bon, ça pose plein de questions, bon, mais je pense que le problème premier, c'est comment, en fait, le consommateur s'y retrouve dans l'ensemble des informations qui sont apportées, et étant donné le caractère systémique de l'ensemble des dimensions à prendre en compte, comment on isole le bien-être versus les autres dimensions de la durabilité, y compris toutes les économiques, sociales, environnementales, etc., ce qui fait beaucoup. Et je pense qu'on en reviendra pendant la table ronde à la fin. Alors, comment intervenir donc, du coup? Alors, il y a l'information. Alors, et de toute façon, il faut informer quand même. Hein. Le message, c'est qu'il faut informer. Hein. D'une manière ou d'une autre, le problème, c'est comment on utilise vraiment de façon efficace l'information. Alors après, ce qui rejoint l'intervention d'avant, certains consommateurs sont prêts à payer plus cher. Quand vous faites des sondages, des enquêtes, y compris dans le LIT, il y a des consentements à payer positifs pour du bien-être animal augmenté. La question, c'est comment vous évaluez disons, l'ensemble des ressources que les consommateurs seraient prêts à payer, leur variabilité dans le temps, là, en fonction de l'inflation alimentaire et de la conjoncture économique. Et surtout, la question, c'est que du coup, vous allez privilégier une certaine catégorie de consommateurs.
Or, si le bien-être animal est un bien public global, ça ne doit pas être privilégié, enfin servir pour un certain type de consommateurs. Donc ce que nous défendons du coup auprès de la Commission, c'est qu'il faut permettre à tout le monde d'avoir cet accès-là, d'où la question des transferts sociaux en faveur des consommateurs les plus pauvres, qui n'ont pas accès, parce qu'eux n'ont pas le consentement à payer positif de par leurs contraintes budgétaires. Et plus largement, ça renvoie à la question de l'accès à des régimes sains et durables pour toute la population, qui nécessitent des transferts sociaux au-delà de ce que vous donnez aujourd'hui dans le cadre de la PAC. Et alors là, si vous discutez de ça avec des États membres, il y a peu qui sont de votre avis de ça comme ça, parce qu'il faut payer plus. Hein. Voilà. Alors, et l'autre, c'est agir à l'offre. J'arrête là après, c'est ça? Alors, je vais m'arrêter sur ce schéma-là. Il est simple, normalement. Ça, c'est la PAC telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, la PAC, elle repose sur la PAC, ce qu'on appelle l'architecture verte. Voilà, c'est ce qui vise l'environnement, le climat, et le bien-être animal est inclus dans l'environnement et le climat au niveau de la PAC. Donc, ce qui est vert pâle en bas, voilà, représente en fait ce qu'on appelle la conditionnalité. Vous devez respecter un certain nombre de normes et vous devez respecter un certain nombre de bonnes conditions agricoles et environnementales, les BAE. BAEC, c'est en français, BAEC. Voilà. Bon, en gros, presque rien ne concerne le bien-être animal. Mais vous pouvez essayer de jouer par là. Ça, c'est votre socle et vous dites, vous devez respecter ça, vous, agriculteurs. Je vais prendre Pascal. Pascal, il doit respecter. Voilà. Et s'il ne respecte pas, il a des pénalités. Elles ne sont peut-être pas très élevées, mais il a des pénalités. Et au-delà, il est aidé. Plus exactement, il est compensé pour les efforts qui vont au-delà de la conditionnalité, soit par ce qu'on appelle les mesures en français MAEC, mesures agri-environnementales et climatiques, dans le deuxième pilier. Donc, par exemple, si Pascal plante des haies, on va lui payer le surcoût lié à la plantation des haies. Après, c'est un surcoût moyen, donc il faut calculer, mais voilà. Et puis, il y a surtout le nouvel instrument qu'on appelle des écorégimes, qui fait à peu près la même chose, en fait, mais qui est totalement financé par Bruxelles, alors que les MAEC sont cofinancés par les États, les régions et Bruxelles. Et donc, il y a certains pays qui ont mis en place des mesures d'éco-régime ciblant, en fait, le bien-être animal. Et on a parlé tout à l'heure des Polonais, c'est eux qui ont les plus grandes mesures en faveur du bien-être animal dans leurs éco-régimes. Alors, en passant, si je suis éleveur polonais, au jour d'aujourd'hui, je respecte de toute façon, sans changer mes pratiques, ce qui est exigé au titre de l'éco-régime. Donc, ce n'est pas en fait une contrainte, je n'ai pas de surcoût, mais j'ai de l'aide en plus. Donc, c'est tout bénef, quoi. Et c'est là que ça rejoint les distorsions. Et en fait, c'est parce qu'on permet à un État de le faire tout seul, donc il a fait du welfare bashing, si vous voulez, que ça donne un soutien additionnel à ses producteurs relativement à d'autres qui ne font pas la mesure. Remarquez que nous, en France, on a fait la même chose pratiquement, mais sur l'environnement. Du coup, ça pose des questions et ça rejoint le fait que vous devez mettre ça au niveau européen. Et il y a surtout la question des investissements, et je vais finir, non, ça je vais passer. Alors, le premier, donc, c'est très dur d'améliorer le bien-être, mais c'est maintenant qu'il faut le faire à cause du coût d'inaction. Et alors moi, je dis ça comme ça, si on ne fait pas maintenant, comme la transition de façon générale, on va passer son temps à gérer la décroissance. C'est-à-dire qu'autrement, on va faire ce qu'on a vu dans le schéma tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir le taux d'autonomie qui va progressivement diminuer, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs d'un point de vue économique un mal, hein, voilà, parce qu'il y a d'autres produits qui remplacent. Mais en gros, il faut répondre à la demande sociétale, y compris en période d'inflation. Il y a une légitimité des interventions publiques. Il ne faut pas, j'ai été trop court là-dessus, se limiter au changement des pratiques via les éco-régimes, via les MAEC. Le plus important, c'est le soutien aux investissements. Donc tout à l'heure, il y a eu un chiffrage qui a été présenté sur les coûts d'investissement en France. Si vous prenez les coûts d'investissement sur les bâtiments d'élevage au niveau européen, c'est en dizaines de milliards d'euros que ça se chiffre, quoi. Et du coup, c'est là que je voulais dire, c'est le point important, c'est que l'agriculture soit dans le pacte de compétitivité de l'Union européenne. Alors, il y a eu 2 rapports qui viennent de sortir, un qu'on appelle sur le dialogue stratégique en français, qui est l'avenir de l'agriculture européenne, qui a été donné en fait à la présidente Ursula von der Leyen,
Bon, alors ce rapport, il est très bien, il y a beaucoup de choses, il fait un bon diagnostic des enjeux. En passant, je pense qu'on les connaît tous, hein. Le climat, la biodiversité, les revenus, les renouvellements de génération, blablabla. Bon, très bien. Par contre, il dit après que on va réussir à concilier tout ça. Bon, enfin, je pense qu'il faut avoir un peu de courage et dire à un moment, je ne peux pas concilier tout, donc je dois faire des choix. Et la grande différence, c'est qu'il chiffre rien par rapport à ce qu'on appelle le rapport Draghi, qui est donc de l'ancien président du Conseil italien, puis qui était avant à la Banque européenne, voilà, qui lui est sur compétitivité et environnement de l'Union européenne, et il dit il faut mettre le coup, les gars, quoi. Et en gros, il dit il y a un besoin d'investissement de 800 milliards d'euros par an pendant 5 ans. Et le grand risque, c'est que, les États membres qui sont radins ne veulent pas le faire, voilà. Et 2, que l'agriculture, si jamais ça se fait ou ça se fait à une moindre ampleur, soit exclue en fait du processus. Et y compris en termes de bien-être, c'est ça qu'il faut défendre. Il faut de l'argent pour investir, et si vous n'avez pas ça, vous n'arriverez pas. Et le point sur que j'insiste, c'est qu'il faut, en même temps que ce qu'on fait au niveau domestique, il faut mettre des mesures aux frontières, au risque sinon que vous ayez trop de fuites et que vos acteurs locaux, quels qu'ils soient découragés par les mesures que vous faites. Voilà, monsieur. Des questions. Tu animes ? Et après, c'est toi. Je fais toujours la première en ce moment. Tout à l'heure, par rapport à l'étiquetage, la segmentation du marché, tu disais comment on isole le bien-être des autres impacts, le sanitaire, l'environnement. Et ma question, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas proposer un étiquetage juste du mode d'élevage ? Le consommateur, il attribue finalement la valeur qu'il veut, voilà, il se fait ça de manière subjective. Le plein air, c'est bien pour lui en termes de bien-être animal, par exemple. Et puis, ça renverrait un lien pour objectiver avec un outil d'évaluation multicritère. Parce qu'en fait, on tourne tout souvent avec des étiquetages liés au bien-être animal. Voilà. Puis en fait, le consommateur, peut-être que c'est juste de savoir comment a été élevé l'animal qui l'intéresse. Et puis après, qu'on lui dise, bah, ça a un impact sur le travail, ça a un impact sur le bien-être, le bien-être, l'environnement. Il y a des antagonismes, mais comme ça, lui, il saurait comment l'animal est élevé. Puis... Mais en fait, j'ai pas la réponse évidemment à la question, et je pense que personne ne l'a. C'est bien un peu le problème. Le problème, c'est que si sur l'aspect spécifique du bien-être animal, tu ne tiens compte que du consommateur qui achète le produit, tu oublies l'aspect de tous les autres qui tiennent compte du bien-être animal. C'est pour ça que c'est plus dur. Quand tu achètes une voiture, voilà, bon, tu veux qu'elle soit rouge ou bleue, je ne sais pas avec quoi, ce que tu veux, voilà, française ou pas, enfin bon, bref, tu fais ce que tu veux, mais tu décides, mais c'est toi qui choisis les attributs. Le problème du bien-être animal, c'est que tu vas acheter le poulet, c'est bien toi qui vas le manger, ça c'est le poulet bien privé, mais tu as à tenir en compte du fait qu'il y a d'autres qui se soucient, même s'ils n'ont pas mangé ta cuisse de poulet, puisque tu l'as mangé, qui se soucient de la manière dont a été élevé ce poulet. C'est ça qu'on appelle un bien public. Et du coup, comment tu tiens compte de cet aspect-là dans une information donnée au seul consommateur, alors que normalement, il faut informer le consommateur et le citoyen qui n'achète pas le produit. C'est très dur à faire. Et la science économique, elle bute toujours sur ce problème-là depuis des lustres. Il n'y a pas de réponse simple, mais c'est quand même vers ça qu'il faut essayer de progresser. Une autre question. Oui, alors c'est vrai que c'est surprenant que dans le rapport Draghi, l'agriculture ne soit pas mentionnée. Tu parlais tout à l'heure de 800 milliards d'euros. La PAC, c'est le premier budget de l'Union européenne et ça a été contesté notamment par exemple, le Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne, qui trouvait, je crois, qu'on mettait trop d'argent qui préférait les marchés laisser les marchés faire. Alors effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le budget de la PAC soit réduit au profit
d'innovation technologique sur d'autres domaines, etc. Puis j'ai une autre question. Tu disais qu'au niveau international, l'OMC ne s'occupe pas trop de bien-être animal. Enfin, il y a un certain nombre d'années, l'OMC avait mandaté l'OIE pour s'occuper du bien-être animal sur les questions internationales. Est-ce que tu considères que l'OIE peut encore progresser pour gérer ces questions de bien-être animal au niveau international? Voilà. Ouais, je vais répondre d'abord à la deuxième. Le problème, c'est que l'Organisation mondiale du commerce, c'était un cadre avec d'autres associations, enfin l'OIE, etc., la FAO, elle utilisait ça, pour au moins discuter de ces règles-là. Et elle a joué beaucoup de choses parce que était en œuvre, alors il y a des mesures non tarifaires qu'elle applique, mais surtout ce qui marchait bien, c'était ce qu'on appelait l'organe de règlement des différends. Donc, qui a joué beaucoup de choses, y compris sur le bien-être animal. C'est l'exemple sur les dauphins qui étaient chassés, etc., quoi. Beaucoup plus sur les animaux sauvages que sur les animaux de ferme. Mais aujourd'hui, pour que l'organe de règlement des différends à l'Organisation mondiale du commerce fonctionne, il faut que les États nomment des arbitres. Et les États-Unis ont dit non. Donc ils n'ont pas nommé d'arbitre, alors sous Trump, donc ça fait longtemps. Donc une fois qu'eux ont dit « je nomme pas d'arbitre », les autres ont dit « moi non plus ». Donc du coup, les différends qui sont en cours traînent ad vitam aeternam. Là, voilà. Et c'est pour ça qu'à l'OMC, des affaires comme par exemple la baleine avec les Japonais, enfin beaucoup les Japonais, ça traîne parce qu'il n'y a pas d'instance qui permet de réglementer les choses, quoi. Et du coup, ça pose la question de l'Union européenne qui respecte toujours strictement ses règles par rapport aux autres pays. Alors, ça c'est du moins tel que je vois, ce qui est bien dommage d'ailleurs en passant. Hein, voilà. Et le premier point, c'était quoi ton premier point? Parle trop vite, moi. Ah oui, le nerf de la guerre, là, si j'ose m'exprimer ainsi. Bon, évidemment, il y a tout ce qui se passe. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'Ukraine, quoi. Enfin, les chiffrages de l'adhésion à l'Union de l'Ukraine, c'est qu'elle toucherait, en fait, pour l'agriculture, 14 milliards d'euros. Voilà. En moyenne, à peu près. Hein, voilà. La France touche 9. Et la France est le premier bénéficiaire. Donc, évidemment, les 14, ça se fait aux dépens des autres. Hein, parce que l'Ukraine, elle contribue epsilon. Elle a pas de... Enfin, bon, bref. Du coup, il y a... Alors, ça ne va pas se faire demain non plus, enfin, hélas pour eux, mais voilà. Mais bon. Mais du coup, il y a quand même une discussion qui est très, très forte sur profitons de la perspective d'élargissement pour revoir les règles d'affectation du budget de la PAC. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est effectivement le budget, qui est quand même très menacé. Si, au mieux, il sera maintenu, voilà, mais très vraisemblablement, il sera diminué. Et les deux priorités qui sont mises en avant, c'est la défense et c'est le digital de l'économie européenne. Ça, c'est guère optimiste. Hein, voilà. Et en fait, c'est remis en cause parce que pour un certain nombre d'États, ils ne comprennent plus bien les logiques des réformes qui continuent les unes après les autres. Et nous, on dit un peu en ayant mis un sparadrap sur un autre sparadrap sur un autre sparadrap, ce qui est un peu le cas quand même. Oui. Alors bonjour, Elsa Dehanou, IDEL IFI Pitavi. Je reviens sur le début de ta présentation où tu parlais de l'Eurobaromètre et les préoccupations sur le bien-être qui se maintiennent globalement. Et moi, je me rappelais d'une présentation sur la consommation où c'était montré que globalement, avec tout ce qui s'est passé dans le monde ces dernières années, les gens ont diminué d'une gamme leurs achats. Donc ceux qui achetaient du bien-être, du label, achètent du standard, ceux qui achetaient du bio achètent du label, enfin, c'est dans les grandes lignes. Donc ça voudrait dire que cette dissonance cognitive entre les achats et les envies se creuse, s'élargit. Et qu'est-ce que ça peut être la conséquence de ça sur le long terme, les risques, et est-ce que ces risques sont perçus ou discutés à l'UE? Alors ça fait la transition avec ce que a présenté Romain. C'est pas que je ne veux pas répondre, mais comme c'est un peu sur ça. Alors tu connais mieux que moi, Elsa, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs types de... Enfin bon, tu sais ça mieux que moi, mais plusieurs catégories de consommateurs et de motivation des achats, en fait, je vais dire ça comme ça. Et justement, c'est ce qu'on a travaillé dans le LEAD, justement, pour voir, y compris les différentes catégories de consommateurs qui sont toutes préoccupées
par des considérations de bien-être animal dans leur intention et dans leurs achats. Je pense que j'ai bien résumé. Voilà. Mais il y a 4 catégories de mémoire, et Romain vous présentera ça, qui ont en fait des motivations différentes d'achat. Alors, ce que je voulais dire surtout, si tu veux, c'est en période d'inflation, comme vous savez, vous avez une contrainte budgétaire. Enfin, beaucoup de Français ont une contrainte budgétaire, beaucoup d'Européens ont une contrainte budgétaire, donc vous réduisez. Donc il y a réduire la part consacrée à l'alimentation et réduire dans l'alimentation, comme tu as dit, sur les produits bas de gamme. Ce qui ne veut pas dire, c'est ça que je veux dire, que le citoyen ne réclame pas toujours la même chose quand même. Et donc la question, c'est comment on gère en fait ce court terme tout en maintenant le cap sur le long terme. Et ça, c'est ce qu'ils vont présenter après. Donc c'est assez bien joué.